Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement, le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard. Le caractère est ton refuge le plus sûr, le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue. Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien. Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2.
Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message. Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes. Aujourd'hui va être une mauvaise journée. Tout se complique. N'est pas la réalité. C'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité. Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent. Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent.
La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions. Cela implique d'accepter le coût de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même.
Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis. Abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, au drame des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas. Ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seul avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité. Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes.
Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité. Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses. L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair, tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces, que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'autolydrie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel. Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne.
Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance, lorsque tu peux lâcher prise sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone. Ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit, la respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre, les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière. C'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix.
pas la faute de l'environnement. Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée de ton caractère. La vérité inconfortable est que l'autoresponsabilité n'est pas une option décorative, c'est un impératif de vie. Tant que tu continues à attendre la permission de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais maître de ton histoire. Celui qui s'installe dans le rôle de victime ne fait que perfectionner l'habitude d'abdiquer son pouvoir. Il est plus facile d'être spectateur de ta vie que d'agir en tant qu'auteur réel, mais c'est le prix de la médiocrité. Ton destin ne dépend pas d'un coup de chance, mais de la discipline brutale de décider et d'assumer les conséquences. Il n'y a qu'une seule loi ici. Ce que tu ne choisis pas, tu le choisis par omission. Il n'y a pas de neutralité dans la construction de ton destin. Chaque évasion est une renonciation, chaque justification est une brique qui manque. Personne ne va te sauver, n'est pas une menace. C'est la liberté la plus crue qui existe. Tant que tu continues à alimenter le récit selon lequel le monde te doit quelque chose, tu vivras hypothéqué à la frustration et au ressentiment. Le seul chemin vers une véritable indépendance passe par la prise en charge de chaque décision, même celles qui te mettent mal à l'aise ou te mettent en exposition. Ta biographie n'est pas un accident, c'est une succession de choix quotidiens, de renoncements douloureux et d'engagements inconfortables que tu assumes ou éludes. Le courage de prendre le gouvernail est la différence entre une vie propre et une existence empruntée. Tu n'es pas un accident de tes circonstances, tu es le résultat de tes choix. Choisis de te construire ou accepte de disparaître dans la multitude de ceux qui attendent éternellement. 10. Cultive l'ordre et la force, quoi qu'il arrive. Rien ne s'organise tout seul, le chaos est la loi par défaut. Le reconnaître n'est pas se résigner, c'est le premier pas pour cesser d'attendre que la sérénité arrive comme un visiteur inattendu. Le désordre extérieur n'est souvent que le reflet d'un esprit qui, lorsque les circonstances se compliquent, révèle la fragilité de sa discipline intérieure. La tentation d'abandonner le contrôle lorsque tout semble s'effondrer est puissante. Il y a une voix intérieure qui chuchote qu'il ne vaut plus la peine de faire des efforts, que la fatigue justifie la négligence, que plus tard il y aura le temps de reconstruire ce que vous négligez aujourd'hui. Mais cette voix est celle qui perpétue la stagnation, celle qui normalise la médiocrité sous prétexte de fatigue ou d'injustice. L'ordre mental ne s'improvise pas au moment de la crise. C'est le résultat de milliers de petites décisions inconfortables, de la vigilance constante sur la pensée et l'émotion. La véritable force n'est ni une pause ni un coup de chance. Elle naît de l'habitude de rester ferme, même lorsque tout invite à baisser les bras. Si vous tombez dans le cycle d'attendre que la tempête passe pour reprendre le contrôle, vous vous condamnez à vivre en pause, toujours à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le plus difficile est de maintenir la structure interne pendant que l'externe s'effondre. L'esprit cherche des excuses, rationalise la paresse et construit des arguments pour reporter l'effort. Le désordre commence souvent de l'intérieur, une concession minimale, une promesse que demain sera différent, une tolérance silencieuse à la négligence. Ainsi, le désordre se normalise, le muscle de la force s'atrophie et, lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous retrouvez à vivre une vie qui ressemble peu à ce que vous avez un jour dit vouloir. Il n'y a pas de force sans ordre, ni d'ordre sans une volonté entraînée à résister à la pression de l'immédiat. Le mécanisme est simple et brutal.
Chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le désordre prend du terrain. Chaque fois que vous maintenez l'autocontrôle, vous renforcez la structure qui vous soutient lorsque tout tremble. La discipline n'est pas une cage, c'est la condition minimale pour la véritable liberté. Jusqu'à ce que vous entraîniez la capacité de rétablir l'ordre mental et émotionnel au milieu du chaos, vous restez otage de tout contretemps. Ce que vous ne cultivez pas pourrit. L'ordre et la force sont des investissements quotidiens, pas des récompenses accordées par chance. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, mais des décisions que vous prenez juste au moment où tout semble justifier la reddition. Vous tenir à vos principes quand personne ne regarde, c'est construire des fondations qui ne dépendent pas du climat. Au final, la seule chose que personne ne peut vous arracher, c'est la fermeté avec laquelle vous choisissez de vous gouverner. Ordre et force, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre survivre et vivre à votre hauteur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des moments où la vie se transforme en une succession de jours grisâtres, où la motivation s'est évaporée et où le pilote automatique prend le contrôle. Ce n'est pas une dépression clinique ni un drame digne d'un film. C'est cette stagnation sourde, ce sentiment d'être face à une machine qui ne répond pas, peu importe combien tu presses les boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour un réconfort facile. La vérité est inconfortable. Personne ne viendra te sauver et continuer à attendre ne fait que prolonger la dette que tu as envers toi-même. C'est le prix à payer pour céder ton pouvoir aux circonstances, pour laisser les autres décider comment tu te sens et où tu vas. La philosophie stoïque ne te promet pas un truc miracle, mais elle te fournit un mécanisme concret. Prendre le contrôle, affronter la réalité telle qu'elle est et te reconstruire de l'intérieur, pièce par pièce, même si cela fait mal. Chaque jour que tu retardes l'action, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu choisis l'évasion, tu renforces la fracture interne. Si tu veux du respect de soi, tu devras cesser de négocier avec tes excuses. La force intérieure ne se trouve pas, elle s'entraîne. Ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent une motivation éphémère, mais pour ceux qui sont prêts à payer le prix du changement et à cesser d'être esclaves de leur propre justification. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne lui-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. 1. Prends le contrôle de tes décisions. Personne ne te le dira en face, mais voici, si tu continues à attendre que les circonstances changent, que les gens te comprennent ou que la chance finisse par se souvenir de toi, tu vas rester exactement là où tu es maintenant, piégé dans le même cercle vicieux d'excuses et de procrastination. Ce que tu as devant toi est la réalité sans filtre. Tout changement intérieur commence le jour où tu cesses de chercher des coupables à l'extérieur et acceptes que chaque résultat, chaque sensation de vide, chaque frustration a sa racine dans tes décisions, petites ou grandes, prises au quotidien, souvent par inertie ou par peur. Personne ne viendra te sauver de ta propre passivité. La vérité inconfortable est que chaque fois que tu choisis de ne pas décider, tu décides aussi. Tu choisis de rester au même endroit, tu choisis d'être spectateur de ta vie pendant que d'autres prennent le contrôle de la leur. Débarrasse-toi de cette habitude de blâmer le passé, tes parents, l'économie, ton partenaire, la météo, peu importe. Ça ne sert à rien, ça ne change rien, ça te rend juste plus faible. C'est un mécanisme mental qui t'anesthésie et si tu ne le brises pas, te transforme en otage de ton propre récit. Le stoïcisme n'est pas une invitation à te résigner ni à te mettre en tapis. C'est un appel brutal à prendre les rênes de ce que tu penses, ressens et fais. Personne ne te doit rien. Tu es le seul responsable de la qualité de ta vie et de ce que tu fais avec le temps que tu as. La responsabilité pèse, oui,
mais elle libère aussi. Quand tu comprends que ton pouvoir réside dans tes choix, le victimisme perd son sens. Les gens forts ne se cachent pas derrière des excuses infantiles. Les gens forts regardent de front leur propre rôle dans le désastre et aussi dans la reconstruction. Ne confonds pas cela avec de l'auto-tromperie optimiste. Ici, il n'y a pas de place pour des phrases de développement personnel, ni pour visualise ce que tu veux et l'univers te le donnera. La réalité est que chaque fois que tu te justifies, tu t'éloignes un pas de plus de la vie que tu pourrais construire. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner la clé de ton destin à des forces externes? Il faut cesser de négocier avec soi-même pour éviter l'effort. Voici la ligne. Le contrôle réel commence quand tu cesses de négocier avec toi-même pour te rendre. Si tu veux du respect de soi, si tu veux avancer, tu dois te durcir et accepter que la douleur de décider par toi-même est le prix de la liberté. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. La discipline de prendre tes décisions n'est pas confortable, mais c'est la base de tout. Il n'y a pas de véritable construction sur l'autotromperie ni sur la faiblesse. Arrête d'attendre des signes ou des permissions. La seule permission dont tu as besoin est celle que tu te donnes. Choisir est un acte de force, pas de chance. Personne ne va se battre pour toi si tu ne te bats pas d'abord. 2. Arrête de chercher des coupables externes. Tu conduis vers le travail et le trafic est pire que jamais. Devant toi, quelqu'un avance à pas de tortue, un autre se coupe sans prévenir et le feu rouge semble durer une éternité. Tu sens la pression dans ta poitrine, ta mâchoire est tendue et ta tête commence la litanie habituelle. Si les gens étaient plus considérés, si le gouvernement réparait les routes, si au moins aujourd'hui il ne pleuvait pas. Cet élan de chercher des coupables à l'extérieur est automatique, presque un réflexe conditionné. Mais dès que tu prends le temps d'observer vraiment ta réaction, tu te rends compte de quelque chose d'inconfortable. Chaque fois que tu pointes du doigt le monde, tu perds un peu plus le contrôle sur toi-même. C'est comme si, à ce moment-là, tu confiais le volant de ton humeur à n'importe qui, sauf à toi. Ce n'est pas le trafic qui te met de mauvaise humeur, c'est ce mécanisme mental qui décide de céder le contrôle. Il y a une sorte de soulagement momentané à blâmer l'extérieur. Cela te permet de te sentir innocent. Cela te donne une excuse pour ne pas regarder à l'intérieur et éviter l'inconfort de te reconnaître comme partie du problème. Mais ce confort est un piège. Il s'accumule comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, te sera facturée sous forme de frustration chronique, de ressentiment et de paralysie. Le véritable poids ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans l'inertie interne de toujours chercher des responsables au-delà de tes limites. Une idée toxique s'installe, celle que ton bien-être dépend de facteurs que tu ne vas jamais contrôler complètement. Ainsi, chaque fois que l'environnement échoue, ton humeur chute et tu te convaincs d'être victime d'un monde défectueux. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta vie être une réaction en chaîne à ce que font ou ne font pas les autres? La réponse honnête, même si elle fait mal, est que tant que tu resteras accroché à ce schéma, ta croissance sera toujours hypothéquée. Changer cette fondation nécessite un acte de brutale honnêteté. Accepter que le véritable saboteur n'est ni le trafic, ni le partenaire, ni le patron, ni le pays, mais cette habitude interne d'esquiver ta responsabilité. Le stoïcisme ne cherche pas à te faire sentir coupable, il cherche à te réconcilier avec ton propre pouvoir. Car c'est seulement lorsque tu cesses de chercher des coupables que tu retrouves la capacité d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer. Le muscle de la force intérieure se renforce en cessant de déléguer ta paix mentale à des mains extérieures. Choisis de ne plus être otage de ce que tu ne peux pas contrôler. La liberté personnelle commence le jour où tu assumes le prix de ta responsabilité. Personne ne te doit ta sérénité. C'est toi qui la cultives ou la négliges chaque jour. 3. Affronte la réalité sans évasion. Je vais être honnête, la partie de moi qui me coûte le plus à affronter est celle qui, malgré tout le discours rationnel, cherche encore des moyens de ne pas regarder la réalité en face.
Il y a un mécanisme qui s'active presque sans que tu le remarques. Tu reportes une conversation difficile, tu minimises l'ampleur d'une mauvaise habitude, tu te répètes que ce n'est pas si grave, et même tu cherches des distractions pour ne pas avoir à t'asseoir et ressentir ce qui se passe vraiment. C'est brutal de reconnaître à quel point on peut devenir son propre pire obstacle, non pas par manque d'information, mais par cet élan de continuer à nier l'évident, de vouloir filtrer la vie pour qu'elle fasse moins mal. Mais chaque fois que tu évites, même avec l'excuse de te protéger, la seule chose que tu réussis à faire est de reporter le moment où tu devras payer le prix complet de cette évasion, multiplié. Affronter la réalité sans anesthésie est inconfortable, mais la charge accumulée de tout ce que tu ignores est bien plus inconfortable. Le problème, c'est que l'évasion n'est pas seulement un acte conscient, c'est une structure mentale qui se nourrit de petites concessions quotidiennes. Tu te dis que demain tu auras plus d'énergie, que tu le résoudras quand tu te sentiras mieux, que ce n'est pas le moment. Mais cette collection d'excuses, au lieu de te soulager, te vole de la force. L'esprit apprend vite. Si chaque fois qu'une inconfort te dérange, tu la couvres par une distraction ou une justification, tu finis par entraîner ton caractère dans la faiblesse. Tu vis dans un cycle où la négation te vole la clarté, et la clarté est la seule chose qui pourrait te donner une direction. L'évasion, tôt ou tard, devient une dette psychologique qui accumule des intérêts. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui, tu le retrouves demain avec le double de poids. Il ne s'agit pas d'adopter une posture froide d'indifférence, ni de te punir pour chaque erreur. Il s'agit d'avoir le courage de voir les faits tels qu'ils sont, sans maquillage émotionnel ni distorsion pour adoucir le choc. Le stoïcisme insiste là-dessus parce qu'il sait qu'il n'y a pas de construction possible sur le mensonge, ni de progrès là où l'on cache la tête. La réalité est dure, mais la distorsion est létale. Chaque fois que tu choisis d'affronter ce qui te dérange, tu récupères une partie de ton pouvoir perdu. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être honnête. La force intérieure se forge dans la friction avec la vérité. Ose regarder en face ce que tu ne veux pas voir, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes schémas répétitifs. Ce n'est qu'ainsi que tu peux commencer à les transformer. L'évasion est l'usine de l'auto-tromperie. Le courage d'accepter est la porte au changement réel. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt à affronter la réalité. Tu dois décider de le faire, même si cela te dérange, même si cela fait mal. Cesser de fuir est le premier acte de dignité personnelle. Chaque fois que tu choisis de voir les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu avances plus que des années de justification. Ce qui n'est pas affronté ne disparaît pas. Il s'enquiste simplement. Choisis la vérité, même si elle est inconfortable. L'autotromperie est une prison sans barreaux, mais elle t'enferme quand même. Alors, si tu veux une vie différente, commence par la discipline de regarder la réalité sans filtre, sans excuses et sans anesthésie. C'est le terrain où la transformation devient possible. 4. Fixe un cap clair dans ta vie. Un bateau à la dérive en mer ouverte ne sent pas le poids de son ancre, mais chaque vague l'éloigne un peu plus du port qu'il n'a jamais choisi. C'est un mouvement constant, oui, mais sans sens, sans direction, comme ces jours qui se succèdent les uns après les autres, où tu ne fais que survivre en éteignant des incendies qui ne te concernent pas, en accomplissant des routines que tu ne remets plus en question, en laissant la marée des obligations t'emporter où que ce soit, sauf là où tu veux vraiment être. Sur ton visage, on peut voir la fatigue de temps ramé sans carte. Dans tes mains, la tension de tenir ce qui n'est pas à toi. Le visage se durcit, le regard perd son éclat, le dos se courbe sous le poids des attentes empruntées. Ainsi s'accumule l'usure invisible. Chaque décision reportée, chaque objectif que tu n'oses pas dessiner, chaque jour vécu en pilote automatique te retire une couche d'énergie et de but. Personne ne t'offre la clarté. Tu dois la construire, pas à pas, avec des actes concrets et la brutalité honnête de te demander vers où tu veux vraiment aller, même si la réponse te met mal à l'aise. Le manque de cap n'est pas seulement un problème philosophique, c'est une détérioration palpable.
On le ressent dans le corps quand tu te réveilles sans envie. On le lit dans ton agenda vide de sens. On l'entend dans tes longs silences évasifs quand quelqu'un te demande ce que tu attends de la vie. Le vide ne surgit pas par manque d'options, mais par la lâcheté de ne choisir aucune. Il n'est pas surprenant que les jours sans but pèsent 3 fois plus. L'esprit se disperse, la motivation se dissout et chaque action finit par être une réaction, jamais un choix personnel. L'usure est silencieuse, mais létale. C'est l'érosion quotidienne de la volonté. C'est pourquoi fixer un cap clair n'est pas un luxe ni une phrase inspirante, c'est une nécessité urgente. Le caractère se façonne quand tu décides de ne plus vivre selon les urgences des autres et que tu t'engages, même si ta voix tremble, à un objectif défini. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ce qui n'est pas poursuivi se perd dans le brouillard de la routine. Il ne s'agit pas de trouver un grand but gravé dans la pierre, ni d'attendre le signal parfait. Il s'agit de choisir, même si tu doutes, un or provisoire, un objectif concret, et d'avancer vers lui avec discipline, même les jours où la motivation brille par son absence. La concentration est un muscle. Elle se renforce en rejetant la dispersion et en priorisant ce qui compte, ce qui te rapproche, même si c'est un pas minuscule, de ce que tu sais au fond de toi que tu dois construire. La direction ne s'improvise pas, elle se forge. Celui qui n'ose pas choisir finit là où il ne voulait pas arriver. Trace ton cap, même si l'horizon est nuageux. Rien n'érode plus le caractère qu'un voyage sans destination. Définis ton chemin, même s'il est imparfait, et commence à marcher. Le sens n'apparaît pas, il se construit. 5. Agisse, même si tu ressens de la peur ou du doute. La peur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne bougeras jamais de ta place. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent paralysés n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la décision d'agir même avec un pouls tremblant. Personne ne va relever ta vie à ta place pendant que tu collectionnes des excuses. Ça suffit de justifier l'inaction avec des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas encore prêt »,« quand j'aurai plus confiance, je le ferai ». Ces phrases sont des chaînes invisibles que tu t'es mises toi-même. La réalité est brutale. La sécurité n'arrive jamais avant le saut. Elle arrive après avoir affronté ce qui te fait peur. Attendre que la peur disparaisse est le mécanisme le plus efficace pour rester figé dans la même version de toi qui t'étouffe déjà. Le stagnation ne se brise pas en pensant, elle se brise en agissant, même si ta voix intérieure te dit que tu vas échouer. Arrête de négocier avec tes peurs comme si elles étaient des oracles prédisant ton échec. Ce ne sont que des alarmes internes, pas des sentences définitives. Si tu restes assis à attendre la sensation magique de certitude, tu vas regarder en arrière dans 1 an et voir la même liste de choses à faire, les mêmes rêves non réalisés et la même frustration enracinée. L'action fait mal, oui, mais l'inaction te dépouille de ton caractère. La vie n'attend pas ceux qui doutent, elle punit ceux qui procrastinent. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu entraînes une fibre intérieure qui ne s'acquiert pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Le respect de soi ne s'achète pas, il se mérite. Et le seul prix à payer est de traverser l'inconfort de bouger, même quand tout en toi te crie de rester immobile. C'est aussi simple que ça et aussi dur. Ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de volonté. Il est facile de se réfugier dans le perfectionnisme ou dans l'excuse de la préparation infinie. Mais chaque jour que tu remets à plus tard une décision, que tu résous un conflit, que tu commences un projet ou que tu sors d'une relation qui te draine, tu cèdes du terrain à la lâcheté déguisée en prudence. Vas-tu continuer à alimenter ce mécanisme mental qui te convainc que demain est meilleur qu'aujourd'hui? La vie ne se transforme pas depuis une zone de confort. Les changements se cuisinent dans l'inconfort, le risque et la peur affrontés de front. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. La peur ne disparaît pas, elle se vainc par l'action. Ne cherche pas de garantie, cherche du courage.
Si tu veux du respect de soi, arrête de négocier avec tes doutes et pousse. Tu n'as pas besoin de permission pour avancer, juste la décision de ne plus te faire petit face à tes insécurités. L'action est l'antidote contre la stagnation. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera le poids que tu porteras demain. 6. Renforce ta discipline jour après jour. Personne ne va te donner de la discipline. Il n'existe aucun raccourci ni motivation soudaine qui puisse remplacer le travail constant nécessaire pour se construire de l'intérieur. Le muscle de la discipline ne s'hérite pas et ne s'achète pas. Il se travaille parfois seul, à porte close, dans ces moments où personne ne te regarde et où tout en toi te pousse à céder, à revenir à ce qui est confortable, à remettre à demain. La réalité, c'est que la plupart du temps, tu ne voudras pas faire ce que tu dois. Tu chercheras des excuses sophistiquées, des raisons logiques pour procrastiner, de petites négociations internes qui te promettent un soulagement momentané, en échange du sacrifice de ton progrès à long terme. L'esprit est expert pour te vendre l'histoire que sauter une fois n'a pas d'importance, que tu as déjà fait suffisamment, que tu mérites du repos avant de l'avoir gagné. Mais chaque concession à cette voix intérieure est une fracture dans ton caractère. C'est là que se définit qui prend le contrôle, toi, ou le mécanisme automatique qui recherche le plaisir immédiat et évite l'effort. La vraie discipline n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle est silencieuse, inconfortable, répétitive. Elle te confronte à ta version la plus paresseuse, aux parties de toi qui préfèrent se distraire, se perdre dans la gratification instantanée ou se contenter de survivre à la journée. Et c'est dans cette friction quotidienne que se mesure ton respect de soi. N'attends pas que la motivation te sauve chaque matin. C'est un piège mental qui ne fait que retarder le début du changement. La discipline est le prix que tu paies pour avoir le contrôle sur toi-même. Les promesses que tu te fais en privé valent plus que n'importe quelle reconnaissance extérieure. La cohérence se démontre dans ce que tu choisis quand personne ne t'exige. C'est la base du véritable autogouvernement. Faire ce que tu sais que tu dois faire, même les jours où tout en toi te demande de capituler. Si tu cherches une transformation réelle, tu dois comprendre que la discipline est moins une vertu qu'un outil de survie psychique. C'est le mécanisme qui te soutient lorsque les émotions s'effondrent, lorsque l'environnement ne t'accompagne pas et lorsque la fatigue mentale te murmure qu'il serait plus facile de céder. Le caractère se forge dans ces petits moments où tu franchis le seuil de l'inconfort et où tu restes ferme, même si cela coûte, même si cela fait mal. Cède une fois et ton esprit le retiendra comme un permis. C'est pourquoi ne sous-estime pas le pouvoir cumulatif de tes décisions quotidiennes. Il n'existe pas de discipline sans autosurveillance, sans ce regard honnête qui détecte les excuses avant qu'elles ne deviennent des habitudes. La véritable croissance se produit en dehors des projecteurs, dans cette zone grise où seul toi sais si tu as choisi d'avancer ou de reculer. Personne ne va t'applaudir pour avoir rempli tes obligations, mais ton respect de soi en dépend. La discipline n'est pas une punition, c'est la plus grande expression de soin de soi. Si tu veux vraiment sortir de l'impasse, renforce ta discipline jour après jour, même s'il n'y a pas de témoin, même si personne ne le remarque. Le prix du changement est de faire ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne inévitable. 7. Sois cohérent entre pensée et action. Tu vas au magasin, tu salues poliment, tu achètes ce dont tu as besoin et tu souris, même si à l'intérieur, ta tête repasse encore et encore cette conversation en attente ou le véritable motif de ta fatigue. Ensuite, chez toi, tu te surprends à réclamer honnêteté et loyauté aux autres, tout en justifiant tes propres contradictions avec des arguments que même toi, tu ne crois pas. C'est ainsi qu'à ton insu, tu commences à vivre avec une fracture interne. Une partie de toi exige de la cohérence du monde, mais une autre partie opère selon la loi du « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Le désajustement entre la pensée et l'action n'est pas un problème philosophique lointain. C'est l'origine tangible de l'insatisfaction, de l'épuisement et de la sensation constante de te trahir.
Chaque fois que tu agis contre tes principes, même si personne ne le sait, ton esprit l'enregistre comme une dette interne qui peu à peu devient un fardeau psychologique. Tu peux tromper les autres, mais ton estime de soi se joue dans ces petites décisions quotidiennes où tu choisis entre l'intégrité et le confort. Le mécanisme est clair, tu justifies un raccourci, tu ignores une promesse, tu t'accordes une incongruité parce que ce n'est pas si grave. Et ainsi tu entraînes ton cerveau à tolérer l'incohérence. Mais le prix n'est pas négligeable. L'autoconcept s'érode, la confiance en soi se brise et la motivation devient inconstante, car au fond, tu sais que tu ne peux pas faire confiance à celui qui ne respecte même pas sa parole. L'incohérence n'est pas seulement une erreur éthique, c'est l'origine de l'anxiété sourde, de la fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, de la sensation d'être toujours en dette envers toi-même. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de combler le fossé entre ce que tu penses et ce que tu fais, car c'est là que se construit le véritable caractère. Ce que tu tolères en privé se filtre dans le public. Ce que tu te permets dans le petit devient fracture dans le grand. Il n'existe pas d'autogouvernance sans cohérence interne. Le stoïcisme le dit clairement. La force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de contradictions, mais dans le fait de les affronter et de corriger le cap chaque fois que tu dévies. Pense à chaque décision comme un investissement ou une soustraction dans ton compte de respect de soi. La cohérence, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te voit. Si tu tolères la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais, tu alimentes le cycle de la frustration. Le véritable pouvoir personnel se construit lorsque ta parole et ton action vont dans la même direction, même si cela coûte, même si l'environnement invite à la tentation facile. Il ne s'agit pas de paraître impeccable devant les autres, il s'agit de pouvoir te regarder en face sans ressentir de honte pour tes concessions. Lorsque tu choisis d'être cohérent, la vie se simplifie. Moins d'épuisement, moins de culpabilité, plus de force pour affronter ce qui vient. La cohérence ne te rend pas parfait, mais elle te rend invulnérable à l'auto-tromperie. Si tu veux un respect de soi durable, commence par cesser de te trahir dans le quotidien. Chaque acte aligné est une brique de plus dans ta reconstruction interne. 8. Prends la responsabilité de ta croissance. Parfois, je me surprends à regarder mon propre reflet sur l'écran de mon téléphone, avec la lumière bleue marquant les cernes, et ce geste à mi-chemin entre la fatigue et la résignation. La routine se sent comme un poids sur les épaules, les jours s'empilent et la vie semble avancer sans me demander la permission. Ce n'est pas que j'ignore que je devrais faire plus, apprendre, m'améliorer, grandir. C'est que bien souvent, je me piège dans le piège d'attendre que l'élan vienne de l'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose me secoue et m'oblige à évoluer. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais il y a une part de moi qui s'est installée dans le confort de l'attente, comme si la croissance était une conséquence logique du passage du temps et non le résultat d'un effort volontaire. C'est là que commence l'auto-illusion, quand je crois que juste par le fait d'exister, de remplir mes obligations, de survivre un jour de plus, je progresse déjà. Mais la réalité est tout autre. La croissance personnelle ne se produit pas simplement parce que les jours passent, ni parce que la vie te met à l'épreuve. Soit tu prends le contrôle de ton propre développement, soit tu stagnes, même si ton environnement change 1000 fois. Pense à ces moments où tu restes à regarder une série par inertie, tout en notant mentalement tout ce que tu devrais être en train de faire. Le corps s'installe sur le canapé, l'esprit flotte dans une sorte de brouillard tranquille, et bien que tu ressentes un léger malaise, tu l'anesthésies avec des distractions. Le détail réside dans les petits gestes. Tu repousses cette lecture en attente. Tu laisses pour demain la conversation gênante. Tu évites d'apprendre de nouvelles compétences parce que la peur de l'échec se déguise en paresse. Ces actes minimaux sont en réalité des décisions de rester le même. Il n'y a pas de développement possible si tu ne prends pas la responsabilité de pousser tes propres limites, si tu n'acceptes pas que personne d'autre ne fera le travail intérieur à ta place.
La responsabilité de grandir est inconfortable car elle implique de cesser d'attendre que l'environnement t'oblige. Elle implique que tu te lèves, que tu te mettes mal à l'aise face à tes manques et que tu choisisses, même à contre-cœur, de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Personne ne devient fort par accident. La croissance personnelle n'est pas automatique, elle est intentionnelle. Prends la responsabilité de ton évolution comme on prend soin d'une plaie pour qu'elle cicatrise bien. Avec une attention quotidienne, avec des désagréments, avec discipline. Chaque jour où tu choisis de ne pas exiger plus de toi, tu t'habitues un peu plus à la médiocrité. Ne confonds pas confort avec bien-être ni passivité avec maturité. Tu peux avoir l'agenda rempli d'activités et rester vide si tu n'investis pas dans ce qui te construit réellement. Le véritable progrès ne se sent pas glorieux. Il est souvent rude, solitaire et composé de petits actes qui s'additionnent. La responsabilité, c'est cesser d'attendre des miracles et commencer à créer des résultats. Si aujourd'hui tu ne prends pas en charge ta propre croissance, demain tu n'auras qu'une version plus fatiguée de la même frustration. Personne ne va te pousser à évoluer. Le travail est à toi, la décision aussi. 9. Ne dépend pas de la motivation passagère. Pense à la motivation comme à une allumette. Elle s'allume facilement, brûle intensément quelques secondes, puis il ne reste que des cendres et la même obscurité qu'auparavant. Compter sur cet élan fugace pour changer ta vie est une autotromperie confortable, mais brutalement inefficace. La motivation est traîtresse. Elle apparaît quand tu en as le moins besoin et disparaît juste les jours où tout pèse le double. Si ton avancement dépend d'attendre cet élan éphémère, alors ton progrès est vendu au hasard, à l'émotion du moment, à la paresse déguisée en quête intérieure. Tu mets ta reconstruction personnelle entre les mains d'un mécanisme volatile, alors que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une structure interne qui ne dépende pas de l'humeur, du climat ou de la vidéo inspirante de la semaine. Celui qui attend d'être motivé s'enlise dans l'inertie. Tu n'as pas besoin d'étincelles, tu as besoin de résistance. Le problème, c'est que la culture actuelle t'a vendu l'idée que tu ne dois agir que lorsque tu ressens l'envie. Ce conseil est du poison déguisé en conseil moderne. Que crois-tu qu'il se passe les jours gris quand le corps ne répond pas et que l'esprit se sent vide? Si tu te donnes la permission d'agir seulement lorsque la motivation te rend visite, alors tu as signé ta condamnation à la médiocrité. La discipline est ce qui te maintient en mouvement lorsque l'enthousiasme s'évapore, lorsque l'émotion devient indifférence et lorsque l'esprit cherche des excuses sophistiquées pour dissimuler sa paresse. Il est facile de s'entraîner quand il y a du public, il est facile d'étudier quand tout coule, il est facile d'avancer quand l'énergie est abondante. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tout cela échoue. Ne construis pas ta vie sur des impulsions, construis-la sur des décisions. Ceux qui réussissent à changer vraiment sont ceux qui ont compris que la motivation est un luxe, pas une condition. Ils en ont assez d'attendre et ont décidé d'agir même sans envie, même lorsque le corps proteste, même lorsque l'esprit supplie pour un repos qu'il ne mérite pas. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour honorer tes engagements, tout comme tu n'as pas besoin d'être amoureux de la routine pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Chaque fois que tu cèdes au récit de la motivation, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu accomplis sans envie, tu renforces ton caractère. C'est aussi simple que cela. La motivation est l'applaudissement fugace. La discipline est le fondement invisible. Si tu veux du respect de soi, entraîne ta capacité à agir sans éclat, sans témoin et sans la promesse de plaisir immédiat. Ne mets pas ta vie sur pause en attendant qu'un éclair d'énergie te tombe dessus. La vie ne te doit pas d'inspiration, tu te dois de la constance. 10. Entoure-toi de personnes qui te poussent. Entoure-toi de personnes qui te poussent ou prépare-toi à porter le poids mort de ceux qui te freinent. La vérité inconfortable est que tes limites personnelles ne se forgent pas seulement dans la solitude. Elles se sculptent, pour le meilleur ou pour le pire, dans cet environnement invisible que tu tolères au quotidien. Si tu t'entoures de ceux qui se contentent de peu,
tôt ou tard, tu deviens complice de leur inertie. L'esprit apprend par imitation bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu absorbes le découragement des autres, tu normalises la plainte, tu deviens expert pour justifier ton stagnation parce que tout le monde autour de toi le pratique comme si c'était un art. La médiocrité est contagieuse et il suffit de baisser la garde quelques jours pour qu'elle s'infiltre et finisse par anesthésier ton envie de grandir. Il est brutalement honnête de l'admettre, mais souvent, le plus grand saboteur de ton avancement n'est pas ton manque de volonté, mais la validation constante de l'environnement qui t'invite à rester le même. Le mécanisme est pervers. Tu cherches l'acceptation, tu crains de déranger, tu préfères ne pas défier le confort collectif parce que cela te garantit d'appartenir. Mais ce prix est extrêmement élevé. Chaque conversation où tu tais tes aspirations pour ne pas paraître arrogant, chaque moment où tu minimises tes progrès pour t'intégrer, chaque fois que tu tolères le cynisme déguisé en réalisme, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Un genre de pacte silencieux s'installe où personne n'exige plus de soi-même parce que cela mettrait en évidence les renoncements de tous. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à ne pas te démarquer et à porter la culpabilité de vouloir plus. La médiocrité se déguise en loyauté au groupe. Et le pire, c'est que l'habitude de te conformer devient une cage invisible. Tu te dis que tu es loyal, alors qu'en réalité, tu as juste peur d'avancer seul. La partie la plus difficile est de reconnaître que couper les liens ou prendre de la distance avec ceux qui n'apportent rien peut sembler être une trahison. Mais s'accrocher à des liens qui ne valident que ta version la plus faible ne fait que prolonger ta stagnation. Il ne s'agit pas de devenir froid ni de mépriser qui que ce soit, mais de comprendre que ton évolution est personnelle et que tu ne peux pas porter ceux qui refusent d'avancer. Ne t'excuse pas de grandir plus vite que ton environnement. Le véritable soutien n'est pas celui qui te console dans la défaite, mais celui qui te défie à ne pas rester à l'aise dans celle-ci. Le stoïcisme est clair. Choisis bien ceux que tu laisses entrer dans ton cercle proche, car leur influence sera inévitable. Si tu veux renforcer ton caractère, cherche des relations qui défient tes excuses, qui te reflètent tes angles morts et qui te dérangent lorsque tu te contentes de moins que ce que tu peux être. L'appartenance réelle ne se construit pas dans le confort des applaudissements faciles, mais dans l'honnêteté brutale de ceux qui exigent que tu sois meilleur. Si tu veux avancer, arrête de chercher refuge dans des groupes qui célèbrent la résignation et commence à investir ton temps et ton énergie dans des personnes qui te poussent à te sentir mal à l'aise, à corriger, à grandir. L'environnement n'est pas seulement un contexte, c'est le moule invisible de ton caractère. Décide avec qui tu entraînes ton esprit, car tôt ou tard, tu deviens la moyenne des voix que tu tolères près de toi. Entoure-toi d'élan, pas de ballast. C'est une décision que seul toi peux prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.